19h45 à Abidjan, il est l'heure de décrypter l'actualité dans le cadre de l'Intelligent Club sur l'Intelligent TV. Révision de la liste électorale, le suspense est-il permis à quelques heures de la publication de la liste définitive par la Commission électorale indépendante? Nous reviendrons ensuite sur la rixe judiciaire Valérie Apo PDCI RDA. La question que l'on se pose ce soir, s'achemine-t-on vers une dissidence assumée de cette membre du bureau politique de l'ancien parti unique? Tout de suite, les débats avec nos chroniqueurs. Jour J-1 avant le dévoilement de la liste électorale définitive par la Commission électorale indépendante, la journée de ce mercredi 4 juin marquera-t-elle la fin des espoirs pour les principaux leaders de l'opposition ivoirienne? Tout d'abord, la déclaration ce lundi 3 juin du président de la CEI, Coulibaly Couibert. Nombre d'électeurs, 8 727 431, soit une hausse de 715 006 nouveaux électeurs, c'est-à-dire 8,92%. Nombre d'électeurs hommes, 4 508 948, soit 51,66%. Nombre d'électeurs femmes, 4 218 483, soit 48,34%. Nombre de lieux de vote, 11 906, soit 989 nouveaux lieux de vote créés. Nombre de bureaux de vote, 25 678, soit 2154 nouveaux bureaux de vote créés. Et je voudrais que chaque parti politique, tout candidat désireux bien entendu de se présenter à l'élection, puisse consulter cette liste à partir de mercredi sur notre site. Domicile en direct sur les plateformes de l'Intelligent TV. Alors, Soro Djabiga, à quelques heures du dévoilement de la liste électorale, la Côte d'Ivoire retient son souffle. Est-ce que le suspense est permis? Pour ma part, Adi, merci de me donner la parole déjà. Pour ma part, il n'y a pas de suspense qui tienne parce que leur intégration, je vais parler de Laurent Gbagbo, Tidjane Thiam, Charles Blé Goudé, Guillaume Soro et autres. Pour ma part, leur intégration devait faire l'objet de procédures judiciaires ou de concertations politiques parce qu'ils ont été retirés de la liste électorale par la justice ivoirienne. On ne peut pas s'élever par une alchimie quelconque les réintégrer sur la liste électorale sans tenir compte des éléments qui leur avaient été reprochés, des éléments dont ils ont fait l'objet. Donc pour ma part, je pense qu'il n'y a pas de suspense qui tienne. Mais après, pour l'heure, il faut juste préciser que Tidjane Thiam était sur la liste récemment dévoilée, donc la liste provisoire dévoilée par la CEI. Il n'est pas dans le même cas tout à fait que les trois autres. Tidjane Thiam, contrairement aux autres, Tidjane Thiam, c'est un problème administratif. Les autres, c'est un problème judiciaire. Vous savez, l'affichage de la liste électorale n'est pas seulement un moment administratif, c'est aussi un texte pour la crédibilité, pour la transparence du processus électoral. Et si demain, ces quatre personnalités, ou disons quelques-unes parmi elles, ne sont pas réintégrées sur la liste électorale, ça veut dire que la CEI, en concertation avec le Conseil constitutionnel, a invalidé toutes les réclamations qui ont été posées par les différentes chapelles politiques auxquelles appartiennent ces différentes figures. Est-ce que la CEI a compétence pour satisfaire aux exigences de certains groupements politiques, aussi légitimes puissent-ils être, mais là, la CEI, ce n'est pas le pouvoir, oui, ce n'est pas l'exécutif. Voilà pourquoi j'ai dit, en concertation avec le Conseil constitutionnel. La CEI a une fonction technique. C'est vrai que nous avons cet abus-là de vouloir reprocher tout le temps à la CEI des choses qui dépassent ses compétences. La CEI a une fonction technique. Mais la CEI, en concertation avec le Conseil constitutionnel, ce sont eux qui coordonnent, ce sont eux qui gèrent tout ce qui concerne les élections, tout ce qui concerne l'étude des dossiers des différents candidats. Nous avons 4 personnes. Nous avons d'abord le président Laurent Gbagbo, qui a été acquitté par la CPI et qui a été condamné par la justice ivoirienne ici à 20 ans de prison pour d'autres charges. Et cette condamnation-là qui a été assortie par le retrait de ses droits civiques et politiques. Nous avons Guillaume Soro qui est le plus éloigné et parmi toutes ces figures-là. En exil depuis décembre. Voilà, qui est quand même le plus éloigné d'un retour sur la scène politique pour l'instant.
aujourd'hui, il se retrouve au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire, contrairement à des années en arrière où il était encore en Europe. Mais lui également, il n'est pas sur la liste électorale. Et aujourd'hui, afficher cette liste-là sans le nom de Guillaume Soro, ça serait encore nous éloigner du processus de réconciliation nationale. C'est inadmissible. Un Charles Bleu Goudé qui est revenu après 10 années d'exil et qui est politiquement actif, mais qui n'a toujours pas ses droits politiques, est aussi concerné par cette situation. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Tidjane Thiam, c'est un problème administratif. Mais il se retrouve quand même dans la même situation que parce qu'aujourd'hui, il n'est pas sur la liste électorale. Parce qu'aujourd'hui, en fait, il faut juste préciser que la justice a ordonné sa radiation, mais la liste définitive n'étant pas encore publiée, on ne peut pas, bon, c'est vrai qu'il y a de très fortes chances qu'il n'y figure pas. Oui, il n'a pas de cette nationalité. Preuve du contraire, bon, ben, voilà, est-ce que finalement il sera effectivement retiré, d'autant plus que certains estiment que le délai de remise en cause du fichier a été largement dépassé pour introduire les requêtes. Dès demain, il y a une question qui va se dégager. Si ces 4 personnalités ne sont pas réintégrées sur la liste électorale, nous allons nous poser la question de savoir si le processus d'exclusion est-il uniquement juridique ou politique. Maintenant aussi, il peut y avoir une procédure de réintégration partielle. Mais là, ça serait une stratégie du gouvernement de contrôle de la pluralité politique en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, on décide par exemple d'intégrer 1 ou 2 personnes parmi ces figures-là. Mais ça serait un semblant de démocratisation du jeu politique en Côte d'Ivoire et ça va créer encore d'autres frustrations et nous nous éloignons toujours de la paix et de la réconciliation. Très bien. Jean-Richard Nguesson, dans quel état d'esprit se trouvent aujourd'hui les principaux partis d'opposition dont les leaders sont pour l'heure d'office écartés de la présidentielle d'octobre prochain? Moi, je pense qu'il nous sera donné de ne pas avoir de surprise. Parce que dans sa déclaration hier, le président Kubière a été assez clair. Il dit si la justice a ordonné à la commission électorale indépendante la radiation de certains de nos concitoyens parce que ceux-ci ont été déchus de leurs droits civils et politiques, nous, on s'exécute comme la loi le recommande. Donc, à l'écoute du président Kubière, il n'y a pas de surprise, il n'y aura pas de surprise. Vous savez, depuis plusieurs mois, ce sujet est sur la table, on en parle très souvent, mais après, c'est un règlement politique qui peut amener ou qui va nous donner de voir certains de nos acteurs politiques sur cette liste électorale. Mais la CEI ne peut pas se permettre, en état actuel des choses, d'inscrire un individu qui a été déchu de ses droits civils d'être sur cette liste. Dans le fond, est-ce que le PDCI n'espère pas quelque part? Est-ce qu'ils ne se disent pas, dans le même temps, certes, la justice a ordonné le retrait du nom de leur président Tidjane Thiam de la liste électorale, ce qui n'est pas encore effectif, enfin jusqu'à ce que la liste sorte demain, ce sera certainement la grosse attraction de la journée de ce mercredi 4 juin, mais dans le même temps, ce n'est pas le procureur, d'après les arguments avancés par la défense du PDCI, qui l'a ordonné. Cela reste au stade de la juge, qui a demandé à l'instance électorale de le faire. Est-ce que le PDCI ne caresse pas quelque part un petit espoir que le miracle se produise au moins à son niveau? On attend de voir, sera peut-être à ce niveau-là l'attraction de cette liste électorale. Bien malin qui pourra répondre à cette interrogation à quelques heures de l'ouverture ou de la mise à disponibilité de cette liste. Ils seront nombreux à taper sur le site de la commission électorale indépendante. C'est la première des choses que beaucoup feront en Côte d'Ivoire. Pour voir effectivement ce qu'il nous est donné de voir. Mais moi, je reste plus ou moins sceptique. Après avoir écouté le président Kubière, je me dis que si ces personnalités-là ont été déchues de leur droits civils et politiques, une chose est claire, elles ne figureront pas sur cette liste électorale. C'est en cela que vous convenez avec moi qu'ils sont nombreux dans les partis politiques, notamment au PDCI RDA ou même au PPACI, lorsqu'ils appellent à une révision de la liste électorale en cette année. Mais lorsque vous observez de près, cette révision a démarré en octobre 2024, pour être précis, le 19 octobre 2024. Et la révision annuelle, parce que chaque année, notre loi permet, sinon demande, qu'il y ait une révision de la liste électorale. Au-delà de cette révision annuelle, moi je ne suis pas sûr des faits. Le démarrage c'était pour le 19 octobre 2024. Et on observe que la fin de cette opération sera pour le 4 juin 2025. Et si mes calculs sont bons, c'est autour de 8-9 mois. Et vous convenez avec moi qu'il a fallu 9 mois pour que le processus électoral
où la révision de la liste électorale, le contentieux y compris, prennent fin. Mais dans le même temps, l'opposition évoque ce fait. Il y a cela 5 ans en arrière, Jean-Charles Nguessan, il y a cela 5 ans en arrière, du 10 au 24 juin 2020. À quelques encablures de l'élection présidentielle, la CEI a procédé à une RLE. Alors d'aucuns estiment qu'on a eu le temps à cette époque, parce qu'on en avait la volonté d'organiser, de créer les conditions pour qu'il y ait révision de la liste électorale. Et pourquoi ne pourrait-on pas reproduire le même scénario 5 ans plus tard, en 2025? Pour répondre à cette question, je veux lire une séquence de la déclaration du président Kubier qui dit: vous constaterez qu'une révision et mise à jour compte en moyenne 6 à 7 mois. Vous comprenez l'impossibilité de conduire une autre opération de la RLE au risque de compromettre à la tenue des élections présidentielles. C'est le président Kubier qui le dit. Mais dans le même il temps, dit pour une révision, il faut entre 6 et 7 mois. Mais dans le même temps, j'ai envie de demander à Soro Djabega, mais puisque en 2020, nous étions également à 4 mois des élections. Ça n'a pas empêché la CEI de procéder à une RLE en bonne et due forme, et on est allé au scrutin dans ces conditions. Est-ce qu'aujourd'hui, les arguments avancés par l'opposition, quelque part, ne sont pas fondés? Vous voyez, c'est cette situation qui crée une crise de confiance entre l'opposition et la CEI. Parce qu'on a l'impression que la CEI est en train de défendre les intérêts du parti au pouvoir. Et c'est pathétique. En 2020, nous avons eu l'occasion de le faire. Pourquoi ce n'est pas possible en 2025? Pourtant, la Constitution le prévoit. Il y a un budget qui est prévu pour ça, pour faire la RLE chaque année. Surtout que nous sommes dans une année électorale. Pour éviter toute discussion, pour éviter des mésententes, l'opposition, qui est un parti quand même qui regroupe plusieurs millions d'Ivoiriens, demande à faire une RLE avant l'élection. Vous voulez faire une RLE après l'élection et vous trouvez des artifices pour pouvoir justifier cela. Alors qu'en 2020, on a fait la RLE pendant le mois de juin. Faisons attention, parce que l'affichage de cette liste de demain déterminera si le processus électoral va nous conduire vers une élection ouverte, un processus électoral ouvert, ou vers une élection verrouillée. Si l'élection est verrouillée, l'opposition pourrait contester la légitimité et la légalité de l'élection de 2025. Et ça va nous conduire vers une crise. En 2020, par la grâce de Dieu, nous avons pu éviter le pire. On ne peut pas dire qu'on a évité même le pire, parce qu'il y a quand même des têtes qui ont été coupées avec lesquelles on jouait au ballon. Nous avons vu tous les drames qui se sont produits sur les 4 coins du pays. Alors, en 2025, on veut éviter cela. Donc, je pense que le président Kubier, peut-être pourrait, après l'affichage de cette liste-là, pourrait encore revoir sa position avec le gouvernement pour qu'on évite cette situation. Alors, Soro, je reste avec vous pour vous demander ceci. Nous sommes à quelques heures je le disais à l'entame de l'émission, de la fameuse publication que toute la Côte d'Ivoire attend. Comment est-ce que, selon vous, les Ivoiriens, en particulier ceux de l'opposition, appréhendent cette journée? On s'imagine que déjà très tôt, ce mercredi 4 juin, tout le monde sera sur le qui-vive, surtout les partisans de l'opposition, et notamment les partisans du PDC-RDA, parce que c'est clair que du côté du PPACI, de GPS ou du COGEP, on n'espère pas grand-chose, déjà, d'autant plus que sur la liste provisoire, les noms de ces différents leaders n'y figuraient pas, mais avec, au niveau du PDCI, on se dit peut-être que tout peut arriver, et le PDCI sera, sinon Tidjane Thiam, risque encore d'être la grosse attraction de la journée de demain. Oui, voilà pourquoi j'ai parlé d'une stratégie de pluralité politique partielle. Cela pourrait arriver, hein, la surprise pourrait se produire, où on va afficher la liste, sur la liste peut-être le nom de Tidjane Thiam, ou le nom de Charles Blé Goudé, ou le nom de Laurent Gbagbo, mais pas eux tous. Vous comprenez, mais ça serait vraiment un cas de surprise, parce que, je vous le dis, aujourd'hui, l'opposition ne s'attend pas. Charles Blé Goudé, Laurent Gbagbo, Guillaume Soro, c'est très peu probable, d'autant plus qu'il n'était même pas sur la liste provisoire. Voilà. Mais Tidjane Thiam ayant été sur la liste provisoire, la justice, une juge ayant quand on voit tous les efforts que les gens se sont donnés pour pouvoir radier Tidjane Thiam de la liste électorale, pour ma part, je ne pense pas qu'il va être inscrit sur la liste électorale aussi facilement que ça. Sauf s'il y a des lobbying, où il y a eu des rencontres, il y a eu des événements que nous n'avons pas vus, on n'a pas eu connaissance. Donc je pense qu'aujourd'hui, l'opposition ne s'attend pas à grand chose. Sauf vraiment une grande surprise qui pourrait se produire demain. L'opposition aujourd'hui est en train de réfléchir à comment les choses vont se passer. Voilà, comment
vraiment contraindre le gouvernement Voilà. Sinon, je ne pense pas à une grande surprise, vraiment. Comment j'observe tout ce qui se passe, je me dis que c'est une nouvelle étape du processus électoral. On est parti pour ne pas plus faire marche arrière. Moi, je pense, pour ma part. Parce que lorsque vous regardez la situation, le président Kubière est clair. Il dit qu'il n'y aura plus de révision de la liste électorale. Et depuis lors, il ne fait que le répéter. Il est dans une dynamique. Et c'est vrai que l'opposition critique cette liste électorale. Elle a appelé à un audit de cette liste électorale. Mais après, il faut se poser beaucoup de questions. Lorsqu'on regarde les chiffres donnés par le président Kubière, il nous informe qu'il y a autour de 8 millions de personnes sur cette liste électorale, soit une hausse de 8,92%. Moi, je pense que c'est un élément déjà à saluer. C'est vrai que l'opposition critique plusieurs imperfections, plusieurs irrégularités au niveau de cette liste électorale, mais rappelons que cette liste électorale aussi est un héritage de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Non, il ne faut pas lier ces deux choses. Je termine. Pendant l'indépendance, la liste électorale n'était pas contestée. Cette liste électorale, figurez-vous, a servi à l'élection du président Félix Houphouët-Boigny, a servi à l'élection du président Henri Konan. Quand même, 60 ans se sont écoulés. À l'élection du président Laurent Gbagbo, a servi à l'élection de certains conseillers municipaux, a servi à l'élection de certains conseillers régionaux, a servi même à l'élection de certains députés à certains groupes, à partis politiques qui ont des groupes parlementaires au niveau de l'hémicycle. Donc, après, on se pose des questions. Est-ce que, on se rappelle encore qu'il y a eu la révision de la liste électorale à maintes reprises, à plus de 6 reprises. À côté de cela, ce qu'il faut rappeler, avant les élections de 2010, il y a eu une refonte de la liste électorale. On se rappelle que la liste électorale avait créé polémique, Soumambé, on sait tout ce qui s'est pas passé. On va pas revenir sur cette histoire jusqu'à ce qu'il y ait une refonte de la liste électorale. Et on se rappelle que l'ONU étant présent en Côte d'Ivoire, il y avait eu même la commission électorale en 2010. Oui, il y avait eu une certification de la liste électorale. Comment se fait-il qu'après quelques années, on puisse déceler plus de 6 millions? Il y a des irrégularités. Les revendications sont légitimes. Mais se diriger plus de 6 millions de personnes, c'est-à-dire qu'il faut reprendre tout droit dans le mur, Jean-Richard. Est-ce que finalement, certaines, au moins une partie des revendications posées par l'opposition ne devraient pas être prises en compte? C'est en cela, moi, j'appelle... Il faut se souvenir de 2020, on a une crise électorale vraiment qui a fait officiellement un peu moins de 100 morts, mais qui véritablement a fait frôler, le pays a frôlé la catastrophe en 2020. Et on s'achemine tout droit, peut-être même dans un climat beaucoup plus tendu en 2025, avec cette fois-ci l'exclusion de 4 grands leaders et surtout leur présence physique sur le terrain. Laurent Gbagbo n'était pas là en 2020, il n'était même pas candidat. Aujourd'hui, il est candidat déclaré. Charles Blé Goudé, pareil, candidat déclaré. Guillaume Soro, candidat déclaré. Et Cham aussi, qui a une forte popularité avec son parti, le PDC-RDA, qui est également candidat déclaré. Quand on a 4 grands leaders qui tiennent coûte que coûte à se présenter aux élections présidentielles, est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être sacrifier à quelques réaménagements, rien que dans l'intérêt de la paix? Vous savez, moi, j'estime pour ma part qu'il ne faut pas faire l'économie du dialogue. L'opposition appelle à un dialogue politique. Il est important, pour ma part, je pense, d'offrir un dialogue politique. L'opposition a des revendications. Je me dis que toutes les revendications peuvent ne pas être prises en compte, mais ça n'empêche pas au pouvoir d'ouvrir le dialogue politique et puis on verra véritablement s'il y a des concessions à faire. J'aimerais revenir sur un fait. Tout à l'heure, Jean-Richard s'offusquait du fait que l'opposition dénonce 6 millions d'irrégularités sur le fichier électoral. Et hier, nous avons entendu aussi le président de la CEI qui dénonçait le timing. Mais je m'inscris en faux. C'est pas maintenant que l'opposition a commencé à poser ses revendications. Ce n'est pas maintenant que l'opposition a commencé à réclamer des choses. Non. Dans le nord du pays, au nord de la Côte d'Ivoire, le PPAC a fait un travail scientifique qui a prouvé que plus de 74 000 cas sont inscrits sur la liste électorale, mais présentaient des irrégularités en violation de l'article 7 du code électoral. Et toutes ces revendications ont été rejetées.
Parce que tout a été rejeté. On ne peut pas dire que l'opposition n'a pas travaillé. Donc 6 millions de cas, quand l'opposition présente 6 millions de cas frauduleux ou qui présentent des irrégularités, même pour pouvoir susciter, afin de susciter une confiance entre l'instance même qui organise l'élection et l'opposition, mais il faut venir sur la table des négociations, sur le dialogue et auditer le fichier électoral. C'est vrai qu'aujourd'hui le timing est serré, mais il y a longtemps que l'opposition parle de l'audit du fichier électoral depuis 2020. Alors quels sont selon vous justement les enjeux de cette publication de demain? Les enjeux, je l'ai dit tout à l'heure, cette publication va permettre de vérifier la transparence du processus électoral. Ça nous permettra de voir si ce processus préélectoral va nous conduire vers une élection verrouillée ou si une élection ouverte. Et si l'élection est verrouillée, l'opposition peut se braquer, l'opposition peut dénoncer son exclusion. Est-ce qu'elle a les moyens véritablement d'inverser le cours des choses quand on sait que la CEI est une instance légale, officielle? Elle ne s'immisce pas dans les affaires, dans les querelles politiciennes, et en même temps, elle n'a pas vocation non plus à aller dans le sens des négociations, enfin, des revendications de l'opposition. Ce n'est pas elle de le faire, c'est à l'exécutif. Vous savez, la CEI a une fonction technique, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais il y a le Conseil constitutionnel qui est là, qui regarde, qui suit la situation de près. La CEI est beaucoup décriée, la CEI est dénoncée, mais le Conseil constitutionnel est là qui suit. Mais le Conseil se base sur les décisions de la justice. Est-ce que vous savez que l'opposition qui dénonce tous ces faits aujourd'hui, la même question que vous m'avez posée, à plusieurs reprises nous avons posé cette question aux leaders de l'opposition, ils ont toujours dit qu'ils disposent des moyens encadrés par la loi. Les revendications, les meetings, les sittings, les lobbying avec les ambassades, avec les grandes chancelleries. L'opposition affiche une certaine discipline dans cette situation que nous traversons. Mais il faut craindre quelque chose. Il faut éviter de pousser l'opposition dans une situation où elle s'unifie. Il faut éviter de pousser l'opposition à descendre dans les rues pour pouvoir revendiquer quelque chose. C'est quelque chose qu'on ne pourra pas contrôler. Voilà pourquoi il n'est pas encore tard. Il est temps de l'écouter. Il est temps de satisfaire cette demande. L'opposition ne demande pas au président Alassane Ouattara de laisser son fauteuil. L'opposition demande un audit du fichier électoral. Pour paraphraser Laurent Gbagbo en 2010, lorsqu'il était opposé au candidat Alassane Ouattara, alors opposant à l'élection de 2010, il disait « Tu m'accuses de t'avoir volé, je te demande de venir me fouiller, tu refuses. » Aujourd'hui, si on accuse la CEI, qu'elle ouvre ses poches pour qu'on la fouille, où est le problème? Mais quand tu refuses qu'on te fouille, ça veut dire que tu caches quelque chose. Et ça amplifie encore, ça amplifie encore les dissensions entre les deux entités. Absolument. Alors Jean-Richard Nguessan, le dialogue politique. L'opposition l'appelle de tous ses voeux. Au niveau du parti au pouvoir, on estime que l'essentiel a déjà été fait. Mais est-ce que vous y croyez? Est-ce qu'après demain, c'est vrai que demain on ne peut pas s'attendre à de grosses surprises. Est-ce qu'après ce mercredi 4 juin, qui sera une journée certainement sujette à grande polémique au niveau national, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que, enfin, peut-être dans la perspective du discours de célébration de la fête nationale, donc en août prochain, que le chef de l'État accepte de recevoir ses opposants et se dise, dans l'intérêt supérieur de la nation, on va aller à des concessions de part et d'autre, de sorte à faire en sorte que le climat, qu'octobre 2025 se déroule dans des conditions plus ou moins sereines pour tout le monde. Une chose est certaine, il y a des suspicions et on observe que les différentes positions se braquent. Vous savez, j'ai relu à un certain moment les différentes revendications de l'opposition. Ils estiment qu'il y a des électeurs qui ont plus de 100 ans, où on dénombre plus de 5700 personnes qui ont plus de 100 ans. Ils estiment qu'il y a des mères d'électeurs avec plus de 20 enfants, des mères avec 50 enfants, des électeurs plus âgés que leurs parents. C'est vrai qu'il y a, je pense pour ma part, des suspicions. Et à ce niveau-là, il faut procéder. Je pense que la CEI n'est pas forcément l'adversaire des partis politiques. Et c'est pourquoi à ce niveau-là, je dis qu'il est important qu'il y ait peut-être le dialogue politique pour lever un certain nombre de suspicions. La CEI est dans une posture, on l'observe très souvent quand le président Kubier parle de rassurer les uns et les autres. Mais au-delà de ça... Est-ce qu'il les rassure ? De rassurer, mais au-delà de ça, il faut aussi que la CEI prête aussi l'oreille aux différentes revendications. Par moment, lorsqu'on écoute le président Kubier... Est-ce que la CEI, ce n'est pas un organe strictement exécutoire? C'est à cela qu'il faut faire attention, parce qu'à un certain moment, la CEI a été accusée. Et lorsqu'on a écouté hier le président Kubier, il dit, lorsque quelqu'un ou un citoyen est déchu de ses droits civils et de ses droits politiques,
il est carrément retiré de la liste électorale. C'est pas de son fait, c'est pas du fait de la CEI. C'est pour ça, à ce niveau-là, on estime qu'il est important dans cette phase décisive que la Côte d'Ivoire vit, que les uns et les autres puissent faire preuve de sagesse et discuter pour qu'on sorte de cette situation. C'est vrai que 6 millions de personnes, on se pose plus ou moins des questions sur une liste qui comptait autour de 7 millions de personnes. Il y a de cela quelques mois. Dit qu'il y a 6 millions de personnes, c'est quand même énorme. C'est-à-dire que la plupart des personnes qui sont sur cette liste-là le sont de façon irrégulière. Donc c'est à ce niveau-là qu'il faut se poser les bonnes questions et puis une fois pour toutes régler le problème. On espérait qu'en 2010, à la sortie de la crise post-électorale, qu'on était sorti de cette situation avec la certification de la liste par les Nations Unies, mais on observe quelques années plus tard que cette même liste électorale-là pose problème. Est-ce qu'on va laisser nos enfants hériter de cette liste électorale pour 2030, pour 2035, pour 2040? À un certain moment, il faut qu'on puisse arrêter, regarder de près cette liste et puis on puisse avancer vers des processus. L'enjeu de la révision tant réclamée. Mais moi, je me pose une question, je vais chuter là-dessus, je me pose une question à quelques mois des élections. Est-ce que cette revendication sera prise en compte? On attend de voir. Grosse interrogation. Alors, Valérie Yapo vers une dissidence assumée. La question, tout le monde se la pose aujourd'hui après sa dernière sortie auprès d'un confrère de la place dans laquelle elle indiquait que si par, c'est ce qu'on retient, en tout cas c'est ce qui nous intéresse dans le cadre de ce débat, que si par arrangement politique, le président Tidjane Thiam du PDCI RDA, dont la désignation en tant que candidat du parti a récemment été validée par la justice au terme du procès du 22 mai dernier, venait à être réinscrit sur la liste électorale, elle démissionnerait de son parti politique, donc du PDCI. Elle le déclare, Soro Djabiga. Est-ce que clairement Valérie Yapo n'est pas en train de se diriger vers la rupture avec son parti? Elle a rompu avec le parti il y a longtemps. Et regardez un peu sa posture. Un citoyen ivoirien, dans cette situation que nous traversons, qui s'oppose aux arrangements politiques, c'est quelqu'un qui est l'ennemi de la Côte d'Ivoire. Ce sont les arrangements politiques qui nous ont permis de tourner la page de la rébellion. Elle indique qu'elle refuse de s'inscrire dans l'illégalité. Non, les arrangements politiques ne sont pas illégaux. Je suis désolé, ce n'est pas interdit par la loi. À un moment donné, quand ça ne va pas, même le dialogue politique, on peut appeler cela un arrangement politique. Donc, quand elle s'oppose aux arrangements politiques, on cherche à comprendre qu'est-ce qu'elle veut au juste. Ou bien elle a eu l'information. Ce qu'elle dit, c'est quand même clair quand elle estime que Tidjane Thiam, jusqu'à preuve du contraire, n'était pas susceptible de se faire élire à la tête du PDCI, encore moins d'être candidat du parti, et qu'il est aujourd'hui aux manettes, c'est que c'est lui qui tient les leviers de l'ancien parti au pouvoir. Elle estime que cela est illégal et donc elle ne saurait s'accommoder de... Elle a saisi la justice avec plusieurs charges. Parmi ces charges, il y avait deux éléments importants. D'abord, l'annulation de la sanction dont elle faisait l'objet. La sanction a été annulée avant même que la décision de justice ne tombe. Un organe qu'elle n'est pas reconnaître. Elle a contesté la légitimité et la légalité de Tidjane Thiam à la tête du PDCI, protestant qu'il n'était pas ivoirien au moment où il candidatait. Le président a démissionné. Ils sont allés au congrès. Ils sont allés d'abord à la convention. On a fixé la date d'un congrès. Il a été réélu. Aujourd'hui, il est régulièrement élu. Il attend son certificat de nationalité. Et c'est pas à cause de la vie ou bien à cause de l'opposition d'un seul candidat ou d'un seul membre du parti qu'on va empêcher le fonctionnement du parti. Elle a déjà rompu avec le PDCI il y a longtemps. Quand on aime son parti, on ne le convoque pas devant les juridictions. Je suis désolé. Quand elle s'oppose à un arrangement politique, aujourd'hui, le PDCI est un parti qui représente des millions d'Ivoiriens. C'est le plus vieux parti de Côte d'Ivoire. L'un des partis les plus implantés sur le territoire national. Et aujourd'hui, elle est d'accord de voir que Tidjane Thiam soit radié de la liste électorale, mais elle n'évalue pas les conséquences que cela pourrait engendrer sur la Côte d'Ivoire. On se pose la question de savoir est-ce que Valérie Yapo aime la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous imaginez un peu les conséquences si Tidjane Thiam est définitivement radié de la liste électorale et qu'on va à ces élections-là sans le PDCI? On se rappelle de la désobéissance civile en 2020. Il n'y a que le PDCI qui s'est levé pour manifester. Nous avons vu les conséquences. La Côte d'Ivoire a été paralysée. Yamoussoukro a été bloqué pendant près d'une semaine. On ne veut plus revivre cela. Valérie Yapo n'a qu'à déclarer sa position. Est-ce qu'elle veut véritablement la paix? Est-ce qu'elle veut véritablement la paix en Côte d'Ivoire? Éligible. Oui, mais il faudrait qu'elle soit soutenue par la majorité. Il faudrait qu'elle soit soutenue par la majorité des membres du parti et du bureau politique. Mais là, on voit qu'elle est seule. Même dans leur bastion, elle, chez elle, Valérie Yapo, ils ont voté à 100% Tidjane Thiam au Congrès.
Qu'est-ce qu'elle veut? Elle peut pas être elle seule, la seule personne qui s'oppose à Tidjane Thiam, elle va être prise en considération. Il faut quand même respecter la démocratie. Elle revendique une certaine posture, elle se revendique en tant que militante du parti, le PDCI qui a toujours fait preuve de démocratie, qui a créé la démocratie dans le pays. Et aujourd'hui, c'est elle qui s'oppose aux arrangements politiques, alors qu'on sait que la Côte d'Ivoire est sur une pente glissante qui peut nous conduire vers des troubles politiques. Donc je pense qu'il faut qu'elle fasse attention à sa posture. Jean-Richard, comment est-ce que vous interprétez la nouvelle posture dans laquelle s'inscrit Valérie Yapo, si elle est éventuellement nouvelle? Moi, je pense qu'elle reste dans cette même dynamique. Vous savez, depuis l'affaire Valérie Yapo, PDC RDA, elle reste dans une même dynamique. Le contraire aurait surpris. Lorsqu'on l'écoute, lorsqu'on l'entend parler, on sent plus ou moins une dame qui... Qu'est-ce que je vais dire, a un problème avec le président Thiam, qui estime que le président Thiam n'est pas celui qu'il faut à la tête du parti. Elle estime qu'il n'a pas été élu dans le respect des tests du PDC RDA. Elle n'a fait que le dire, le crier sur tous les toits. Elle conteste déjà sa longévité au bureau politique. Quand on sait que les textes exigent qu'il faut une présence ininterrompue d'au moins 10 années au bureau politique. Mais ça, encore, ça peut être un débat. C'est pour ça que je dis qu'elle reste en 2022 seulement. Elle reste dans une dynamique. Elle reste dans une dynamique. Moi, j'estime que si le président Tidjane Thiam a été adoubé par la majorité des militants du PDC RDA, la quasi-totalité, pas la majorité. Il faut respecter aussi plus ou moins les militants qui ont décidé que Tidjane Thiam soit plus ou moins leur champion. C'est vrai qu'aujourd'hui, il n'est pas sur la liste électorale, mais n'empêche que pour la plupart des militants, pour ce qu'il nous est donné de voir au regard des chiffres qu'on a vus lors de la convention, lors du congrès, on estime que le champion illégal pour certains. Ah oui, et c'est un peu cela qui dérange peut-être Dame Valérie Yapo. Elle reste dans cette même posture-là et elle n'est pas... C'est vrai, elle le dit haut et fort, mais dans cette posture-là, je pense qu'elle est soutenue par certaines personnes au niveau du parti, même si... Pour l'instant, c'est elle seule qu'on voit. Oui, c'est vrai que des voix ne se lèvent pas, mais il y a de cela quelques jours, on l'a vu à une conférence de presse, installée confortablement. Avec des journalistes qui ne sont pas PDCI. Le ministre Jean-Luc Billon. Ah oui, elle était avec certaines personnes. Donc j'estime que son point de vue peut être plus ou moins le point de vue de certains cadres du parti qui, eux, tentent plus ou moins d'avoir une posture plus ou moins équilibriste, modérée. Et Valérie Yapo exprime fortement ce point de vue puisqu'elle est dans cette dynamique-là. Elle estime avoir été frustrée par le parti, elle estime que le président Bédié l'a adoubé. Certaines personnes qui n'étaient pas forcément du combat sont venues l'enlever de sa position. C'est vrai qu'elle a égrené un long chapelet de revendications, mais à un certain moment aussi, il faut respecter aussi le point de vue de plusieurs militants qui ont décidé de faire de Tidjane Thiam leur champion. Très bien. Soro Djabiga, jusqu'où est prête à aller Valérie Yapo dans son bras de fer avec le PDCI? Parce qu'on s'imagine que quel que soit ce qui en sortira demain de la liste électorale définitive qui sera publiée par la commission électorale indépendante, le PDCI restera figé derrière son président Tidjane Thiam. Ça paraît plus qu'évident. Elle estime que si, par un arrangement politique, pour reprendre ses propres termes, le président Thiam venait à figurer sur cette nouvelle liste, elle se retirerait du PDCI. Jusqu'où est-elle prête à aller aujourd'hui? Finalement, on se demande si ce n'est pas une fuite en avant. Peut-être qu'elle a reçu l'information de ce que Tidjane Thiam serait réinscrit sur la liste électorale. Mais pour répondre à la question jusqu'où elle est prête à aller, c'est un peu du réchauffé. Hein. Nous avons vécu cela en Côte d'Ivoire ces 2 dernières décennies. Le cas le plus probable, c'est de se retirer du parti et aller créer un autre courant du parti et utiliser peut-être le logo du parti, continuer à mener des actions à vue de déranger le parti. Et c'est quand même, comme il a dit tout à l'heure, elle est frustrée. Mais c'est pas parce qu'on est frustré qu'on va empêcher le parti de fonctionner. Ce n'est pas parce qu'on est frustré qu'on va devenir un morceau de caillou, un morceau de sable dans la chaussure. Il faudrait que Valérie Yapo respecte le choix de tous les militants du parti. Thiam n'a pas été élu par la majorité des militants du parti, il a été élu par la quasi-totalité, 99,7%. Donc, pour répondre à votre question, je pense que, comme elle a dit, si par magie ou par un arrangement politique, Thiam est réinscrit sur la liste électorale, ce qu'il lui reste à faire, c'est de ressortir
pour aller créer son parti politique. Mais en Afrique, en Côte d'Ivoire plus précisément, on sait comment fonctionnent les partis politiques. Un parti politique, c'est quelque chose qui est budgétivore. Un parti politique se nourrit avec beaucoup d'argent. Ça se finance, ça s'organise avec des têtes, avec un comité scientifique. Est-ce qu'elle a tous ces moyens-là pour pouvoir financer un parti politique? Du coup, on se pose des questions. Qui est derrière Valérie Yapo? Elle estime être au PDC, qu'elle restera au PDC, qu'elle mènera le combat. Non, mais elle a dit, on la prend au mot. Clairement, on la prend au mot. Justement, on la prend au mot. Elle estime que si, éventuellement, elle retrouvait, comme tout le monde d'ailleurs sera enclin à faire cette vérification dès les premières heures de ce mercredi, le nom de Tidjane Cham sur la liste électorale définitive, elle démissionne. Ça sera une libération pour le PDCI, ils vont se reposer. Mais si effectivement elle se retire, qu'elle part créer un autre parti politique, ça c'est une nouvelle page qui va s'ouvrir encore avec des assignations en justice, des déclarations, une petite saignée au sein du parti et avec des mains noires qui vont l'encourager et la financer. Et vraiment, ça ne sera pas du bonheur du PDCI. Jean-Richard, est-ce que c'est un scénario qu'on peut craindre, celui que vient d'évoquer justement Soro, dans lequel Valérie Yapo peut être soutenue par certains dissidents qui, de façon évidente, ne sont pas en odeur de sainteté avec Tidjane Cham pour former un autre mouvement ou parti politique de façon tout à fait assumée? Vous savez, c'est une dame qui, quoi qu'on dise, reste téméraire et qui a montré sa détermination au fil des semaines et des mois. Elle a été critiquée, vilipendée, insultée par de nombreux cadres du parti, par de nombreux militants, mais à aucun moment... Insultée par des cadres, c'est vrai ça? Pas officiellement, mais... On a vu on parle des cadres. Des cadres du parti, on a vu des déclarations, des écrits de certains responsables qui fustigeaient, c'est pas forcément injurié. Qui fustigeaient, on ne va pas revenir sur cette... C'est vrai qu'à un certain moment, il faut reconnaître qu'elle a été critiquée. Mais elle a critiqué. J'étais en pâture. Il y a eu réaction des autres aussi. Même si je ne partage pas forcément... Vous savez, un parti politique, le président... par moment un pouvoir discrétionnaire. Il peut prendre des décisions qui peuvent ne pas vous convenir ou ne pas vous plaire, mais un parti politique reste une association privée. Vous pouvez y adhérer ou sortir de ce parti politique. Elle a décidé de rester dans le parti, mais exprimer aussi son point de vue, exprimer aussi justement, elle n'exprime pas son point de vue au sein du parti. Elle ressort pour aller saisir la justice. Et c'est ce qui est déplorable. Elle estime avoir été frustrée, comme je le disais tantôt. Donc, elle est dans une posture et c'est une dame qui reste téméraire, quoi qu'on dise. Donc, après... tout reste possible, tous les scénarios restent possibles. Après, si éventuellement le président Cham restait sur la liste électorale, on attend de voir sa posture. Même si elle sortait du PDCI RDA, elle reste quand même quelqu'un qui peut envoyer des estocades au parti, et je pense que c'est dommage parce qu'elle aurait pu être une main forte pour le parti, mais n'empêche que par sa position je pense qu'elle ne peut même pas être une main forte pour le parti, même dans sa délégation où elle n'est pas un grand leader là-bas. Hein, je sais pas. Mais vous savez quoi qu'on dit ça aujourd'hui, elle ne tient ça que va porter sur le plan judiciaire. Sur le plan judiciaire, c'est tout. Mais elle a eu est-ce qu'elle n'a pas eu attention sur le plan judiciaire, en termes d'impact politique, elle ne représente pratiquement rien dans sa délégation. N'importe qui parmi nous sommes dans un pays de droit. Est-ce que vous savez, elle estime être soutenue? Elle a même été déboutée par son référent politique qui est l'ex-ministre Yapo Kalis dans leur localité. Elle ne représente pratiquement rien. Elle ne mobilise pas là-bas. Sur le plan judiciaire, elle a eu une certaine position, elle a eu un peu de force, mais au niveau du PDCI, est-ce que Valérie Yapo mobilise? Vous ne voyez pas ces conférences de presse? Ce sont les journalistes seulement qui sont assis en face d'elle. Non de moi, disait de la soutenir, mais est-ce que son point de vue n'a pas été soutenu par certains cadres du parti? C'est la démocratie. La question Soro Djabiga, selon laquelle aujourd'hui, si éventuellement Valérie Yapo venait à s'assumer et à se dire « Je ne me sens plus dans le PDC comme ce que Daniel Bonnet-Claverie a eu à faire. » Il y a cela une vingtaine d'années en arrière, elle est sortie du PDCI parce qu'elle estimait qu'elle se sentait frustrée à l'intérieur de sa famille politique d'origine. Et quel poids pourrait-elle représenter réellement si elle s'associait éventuellement à d'autres figures emblématiques du parti? On ne va pas citer de noms forcément parce qu'eux n'ont pas encore déclaré leur intention ou la probabilité pour eux de sortir des rangs du PDC. Mais toujours est-il que si éventuellement elle décidait de mener cette aventure et qu'elle s'associait à certaines figures de proue dans le parti pour se dire on ne se sent pas dans la gestion de Tidjane Cham qui est aujourd'hui confirmé au poste de président du PDCI pour les années à venir, est-ce que finalement
elle pèserait quelque chose? Elle ne pèsera rien. D'abord, elle ne pèse rien au sein du PDCI, d'abord. Mais si elle sort du parti, elle ne pèsera rien. Elle va continuer de garder son fonds de commerce. Mais ne faut-il pas créer une saignée dans les rangs des militants? Elle va continuer de conserver son fonds de commerce, c'est-à-dire continuer d'attaquer le PDCI pour continuer d'exister, pour continuer d'être présente devant les projecteurs, devant les médias. Maintenant, mais hors du parti, ça sera difficile. Elle va créer un courant politique proche du PDCI. On l'a déjà vu. On l'a vu même avec AFI. Aujourd'hui, FPI, démocratie et valeurs, qui continue d'intensifier les actions sur le terrain. Et ça a fortement fragilisé le FPI. Et le FPI même d'abord qui a été fragilisé d'abord par Afi N'Guessan à un moment donné quand il a récupéré le parti. Nous avons vu dans quelles difficultés les pro-Gbagbo étaient. À un moment donné, on les appelait des gors. Après, nous sommes passés par EDS pour rechuter maintenant vers le PPAC qui est l'information politique aujourd'hui. Donc aujourd'hui, elle peut se retirer du PDCI, mais tant qu'elle continuera de critiquer le PDCI, malheureusement, elle continuera d'avoir un poids. Mais si Valérie Yapo décide de sortir du PDCI pour aller créer un parti, elle ne pèsera rien, elle ne pourra même pas mobiliser pour remplir un ascenseur. Vous savez sa posture, vous savez sa posture, quoi qu'on dise, à apporter un grain de sable dans la machine du PDC RDA. Sur le plan judiciaire, mais ça oui, mais n'empêche que ça semble-t-il ressouder la base militante. Mais au-delà de cet aspect, elle a eu une capacité de nuisance. Quoi qu'on dise, elle a eu une capacité de nuisance. Et cette période du contentieux a été parasitée par l'affaire Valérie Yapo. Tous les cadres du PDCI à aucun moment n'ont pu véritablement s'exprimer lors du contentieux électoral. Il n'y a pas eu assez de réclamations. Valérie Yapo a absorbé toute l'actualité au niveau du PDCI. Et aujourd'hui, elle continue, quoi qu'on dise, de le faire. N'empêche, parce que quelle sera la posture de Valérie Yapo demain? C'est l'interrogation, parce que la dame, elle estime qu'elle a, à un certain moment, Tidjane Thiam n'a pas le droit d'être le président du PDCI RDA. Cette personne, c'est vrai, elle ne se dévoile pas vis-à-vis de cette même posture-là, mais on sent qu'il y a un soutien vis-à-vis de la position de Valérie Yapo. Alors, si Thiam, demain, est effectivement retiré de la liste électorale, Valérie Yapo demeure au PDCI. Je me pose la question de savoir... les risques judiciaires je me pose la question de savoir, quand on dit qu'elle demeure au PDCI, on parle de quel PDCI? La dernière fois que Valérie Yapo a mis les deux pieds au siège du PDCI à Cocody ou à la permanence, c'était quand? La dernière fois qu'elle a participé à une réunion du PDCI, même une réunion éclatée, c'était quand? Mais elle en demeure militante. Oui, mais c'est de cette même manière que Tidjane Thiam a toujours demeuré dans le bureau politique. Quand elle reproche à Tidjane Thiam d'avoir été absent du bureau politique pendant plusieurs années, autant... C'est quand même un fait. Je viens, autant Valérie Yapo demeure PDCI, malgré qu'elle ne participe pas aux activités du parti, autant Tidjane Thiam demeure membre du bureau politique depuis 1996 parce qu'il n'en a jamais démissionné et il n'a jamais été en incapacité de militer. On peut rester dans la diaspora, mais si, on peut rester au niveau de la diaspora et continuer de militer. Il n'a jamais démissionné. Autant les textes prévoient clairement qu'il faut être présent, autant il fixe les conditions du retrait du bureau politique. Et là-dessus, Thiam n'a jamais démissionné. Pour des juristes du PDCI, pour nous éclairer sur le sujet, alors on va conclure sur cette question. Est-ce qu'il faut s'attendre éventuellement, quel que soit le scénario qui va se dessiner demain, mercredi 4 juin, quel que soit le scénario, de toutes les façons, Valérie Yapo ne se sent plus intégrée au sein du PDCI. Ça, c'est un fait. Alors, Jean-Richard N'Guessan, en 1 minute chacun, est-ce que vous pressentez la formation inéluctable d'un courant ou d'un parti politique qui puisse éventuellement se mettre en opposition à l'ancien parti unique? Vous savez, dans les différentes déclarations de Valérie Yapo, elle s'est voulue assez claire sur la question. Elle estime qu'elle est une enfant du PDCI RDA, qu'elle a mené de nombreux combats au niveau du PDCI RDA, qu'elle restera au PDCI RDA. C'est vrai qu'il y a eu cette déclaration. On attend de voir demain la liste électorale définitive pour voir si oui ou non Tidjane Thiam figure sur cette liste. Après, on appréciera la posture de Valérie Yapo. Mais pour ma part, est-ce qu'on a définitivement tourné la page Valérie Yapo au niveau du PDCI RDA? Je ne crois pas, parce que cette dame, pour ce qui nous a été donné de voir d'elle depuis des semaines, ce qui nous a été donné de voir au regard de sa position, de son langage, de sa témérité, je pense que c'est une dame qui peut encore apporter le stockade au président Tidjane Thiam. Il faut faire très attention. Regardons de voir, j'espère qu'au niveau du PDCI RDA, on trouvera les mots et le langage pour entendre raison à cette dame-là, même si pour certains militants, elle est allée
trop loin dans ses revendications. Le dialogue il est rompu, Soro Djabiga, entre Valérie Yapo et le PDCI. Le dialogue est rompu il y a longtemps. Il y a eu des actions en vue d'apaiser la tension entre Valérie Yapo et le PDCI. Elle n'a pas accepté, ça n'a pas abouti. Écoutez, lorsque Charles Bleu Goudé, de retour de la CPI, a décidé de mettre un thème à son compagnonnage avec le FPI, il a créé son parti politique, le COGEP. C'est vrai que le COGEP existait depuis longtemps. Charles Bleu Goudé n'était pas membre. Non, j'ai dit son compagnonnage. J'ai bien pesé mes mots. J'ai dit son compagnonnage parce qu'ils ont quand même fait. Le COGEP existait bien avant son départ. Oui, mais la dénomination a changé. C'est-à-dire, parce que le contexte aussi avait évolué. Avant, c'était un mouvement patriotique. Maintenant, c'est devenu un parti politique. Mais on reconnaît que Charles Bleu Goudé a quand même fait du chemin avec le FPI. Vous comprenez? Simone Yves Gbagbo, lorsqu'elle a décidé de quitter le FPI, elle a créé son parti politique. Guillaume Soro, quand il a dit non au RHDP, il a créé son parti politique. Et ces personnes-là, on les voit sur le terrain. Nous, c'était les problèmes que Guillaume Soro a eu avec le président Alassane Ouattara, mais il menait ses activités politiques. On a vu à quel point il mobilisait. Alors, si tant est que Valérie Yapo est véritablement un grand leader comme elle le revendique, qu'elle crée son courant politique ou son parti politique, on va voir ce qu'elle pèse. Mais il ne faut pas rester à côté du parti et continuer de le saboter. Le PDCI est quand même une institution, un grand parti qui a une histoire avec l'Afrique. Le PDCI a lutté pour l'indépendance. Tout à fait. À travers le RDA, juste à titre de rappel. Alors, Jean-Richard Nguessan, on va terminer avec vous, avec la revue de presse de ce mardi 3 juin 2025. Merci. Ouvrons cette revue de presse avec l'intelligent d'Abidjan qui revient sur le pré-congrès du RHDP. Agnebi Tiassa, Pierre Demba. En 2025, c'est Ado qu'on connaît. Ossa Sandra Mamadou Touré affirme la candidature de Ouattara n'est plus négociable. Toujours dans le Ossa Sandra Amadou Koulibaly affirme on se demande de quel Côte d'Ivoire il parle. Félix Anoblé, quelque chose d'extraordinaire se prépare pour 2025. Adama Bictogo Ado a commencé, il va terminer. Dans la Maraoué Miss Belmonde, Ouattara c'est le développement. Adama Kone, combat pour la stabilité et le progrès. Dans le Bélier, c'est les propos de Aoussou Kouadio qui sont repris en page de couverture du quotidien. Celui qui aime Oufoué doit aimer Alassane Ouattara. Et puis dans le Béquet, Aoutou Emmanuel, Assaroué, Conan Jacques et Jean-Claude Kouassi ont tout bouclé. Puis vous savez, l'annonce de la publication de la liste électorale définitive fait aussi la une de l'intelligent d'Abidjan. Liste électorale définitive, l'heure de vérité demain, 1960-2025, l'histoire secrète du fichier électoral. Et puis parlant toujours de l'annonce définitive de la liste électorale définitive, Fraternité Matin, le quotidien gouvernemental affiche la liste électorale définitive sort demain. Koulibaly Kubier, c'est une liste fiable et crédible. Et puis dans le même ordre d'idées, l'Inter affirme d'importantes décisions prises hier par la CEI. La liste électorale définitive arrêtée et consultable dès ce mercredi. Le Patriote, dans le même ordre d'idées, affiche liste électorale définitive. Tout va se savoir demain. Les statistiques qui montrent le sérieux de la commission électorale indépendante. Le jour plus sur le même sujet écrit liste électorale 2025. Koulibaly Kubier Ibrahim, président de la CEI, affirme tous les citoyens déchus de leurs droits civiques et politiques sont radiés. La liste électorale définitive publiée demain. Une importante réunion du PDCI aujourd'hui. Et puis le nouveau réveil nous parle également de cette révision de la liste électorale 2025. Il nous parle également du rejet de l'audit de la liste électorale. Rumeur de radiation des leaders de l'opposition. Que veut le RHDP à la Côte d'Ivoire? Barre à sa une. Le nouveau réveil, dernière heure, écrit à sa une. Présidentielle 2025. Que cache cette précipitation de Koulibaly Kubier à publier la liste définitive? Et puis terminons avec le sursaut qui parle de sécurité routière. Après le choc, l'État agit. Après le drame du Banco, le ministère des Transports réagit vers une régulation plus rigoureuse du secteur.
Très bien, merci bien Jean-Richard Nguessan, merci pour votre tour d'horizon de l'actualité nationale. Vous ne me permettez pas d'intervenir aujourd'hui. 30 secondes, on faisait relativement autant. Merci. Nous Juste 30 secondes. véritablement. On a entendu Jean-Richard parler de M. Aoussi Kwadwo Jano. Il y a eu, c'est le même cas que Patrick Kachi, Adjoumani et autres qui n'étaient pas d'accord à un moment avec le PDCI et qui sont partis, qui sont aujourd'hui au RHDP. On se rappelle encore lorsque le président Henri Konan Bédié, père à son âme, avait perdu son grand frère. Malgré que le ministre Adjoumani avait déjà quitté le PDCI, mais il faisait partie des membres du comité d'organisation des obsèques du président Henri Konan Bédié. Récemment, quand il a perdu sa mère, nous avons vu les cadres du PDCI à ses côtés. Ils ont quitté le parti, ils ont cet amour-là pour le parti qui les empêche de saboter le parti. C'est ce que Valérie Yabo doit faire. Aujourd'hui, quand elle n'est pas d'accord avec le PDCI, il faut qu'elle parte pour permettre au PDCI de continuer à exister et elle continue son chemin politique, mais il ne faut pas perturber, il ne faut pas détruire le parti. Voilà ce que j'aimerais dire. Merci bien Soro Djabiga, merci également à vous qui nous avez suivis dans le cadre de ce numéro de l'Intelligent Club. On se dit au revoir et on se retrouve demain, mercredi 4 juin. Vous imaginez bien, l'actualité sera très croustillante à décortiquer. Eh bien, on parlera très naturellement de l'issue de la liste électorale définitive que va publier la commission électorale demain mercredi. D'ici à là, portez-vous bien et au revoir.